il y a quelque chose sur K218b. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une spéculation, ce n'est pas un espoir romantique de scientifiques qui regardent trop de films de science-fiction. C'est une mesure précise, réalisée par le télescope spatial le plus puissant jamais construit par l'humanité. Une mesure qui a détecté, dans l'atmosphère d'une planète à 120 années-lumière de nous, une molécule appelée le sulfure de diméthyle. Et voici ce qui rend cette découverte différente de toutes les autres annonces de possible vie extraterrestre que tu as entendues dans ta vie. Sur Terre, le sulfure de diméthyle n'est produit que par une seule chose, la vie, plus précisément par des organismes marins, des phytoplanctons, des algues, des microbes, où ces organismes produisent ce composé chimique comme sous-produit de leur métabolisme. Et nous en avons détecté les traces dans l'atmosphère d'une planète qui orbite autour d'une étoile à 1 136 000 km de nous. Ce soir, nous allons explorer cette découverte dans sa totalité. Pas la version simplifiée des titres de journaux, pas la version alarmiste qui prétend que la vie a été confirmée, pas non plus la version dismissive qui dit que ce n'est probablement rien, la version complète, avec toute sa complexité, tout son contexte, toute sa véritable signification. Et à la fin de ce documentaire, tu comprendras pourquoi cette découverte est peut-être le moment le plus important de l'histoire de l'astronomie, ou peut-être une fausse piste, et pourquoi la différence entre ces deux possibilités est la question la plus profonde que l'humanité ait jamais posée. Si tu aimes explorer les mystères les plus profonds du cosmos avec nous, prends un instant pour t'abonner à l'Abîme. Maintenant, commençons. Parlons d'abord de la planète elle-même. K2-18b est une exoplanète, une planète en dehors de notre système solaire. Elle orbite autour d'une étoile naine rouge appelée K2-18, située dans la constellation du Lion. Distance depuis la Terre, environ 120 années-lumière. 120 années-lumière. À la vitesse de la lumière, il faudrait 120 ans pour y arriver. À la vitesse de Voyager 1, notre sonde la plus rapide, il faudrait environ 2,2 millions d'années. K2-18b a été découverte en 2015 par le télescope spatial Kepler dans le cadre de sa mission K2. Et c'est de là que vient son nom. Sa taille est environ 2,6 fois celle de la Terre. Sa masse est environ 8,6 fois celle de la Terre. Ces dimensions en font ce que les astronomes appellent une sub-Neptune ou une mini-Neptune, plus grande que la Terre, beaucoup plus petite que Neptune, une catégorie de planètes qui n'existe pas dans notre système solaire. Nous n'avons aucune planète de cette taille chez nous. Jupiter, notre géante gazeuse la plus proche en taille, est 317 fois plus massive que la Terre. K2-18b a seulement 8,6 masses terrestres et dans une catégorie intermédiaire que nous ne pouvons pas étudier localement. Sa période orbitale est d'environ 33 jours terrestres. Elle orbite donc beaucoup plus rapidement que la Terre autour du Soleil. Mais son étoile, K2-18, est une naine rouge, beaucoup plus froide et moins lumineuse que notre Soleil. Et c'est précisément pour cette raison que K2-18b, malgré sa courte période orbitale, se trouve
dans la zone habitable de son étoile. La zone habitable est la région autour d'une étoile où la température de surface d'une planète permettrait à l'eau d'exister à l'état liquide, ni trop chaude pour que l'eau s'évapore, ni trop froide pour qu'elle gèle définitivement. Pour une naine rouge froide comme K 2-18, cette zone habitable est beaucoup plus proche de l'étoile que pour une étoile comme notre Soleil. Et K 2-18b se trouve précisément dans cette zone. C'est la première caractéristique extraordinaire de cette planète. Elle est dans la zone habitable. Elle est de la bonne taille pour potentiellement avoir une surface solide ou un océan. Et elle est suffisamment proche de nous pour être étudiée avec nos instruments actuels. Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant que la zone habitable. En 2019, des télescopes spatiaux Hubble et Spitzer ont détecté quelque chose de remarquable dans l'atmosphère de K 2-18b, de la vapeur d'eau. Pour la première fois dans l'histoire de l'astronomie, nous avions détecté de la vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une exoplanète dans la zone habitable d'une étoile. C'était déjà extraordinaire, mais c'était seulement le début. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, il faut comprendre ce qu'est le télescope spatial James Webb et pourquoi il représente un bond quantique par rapport à tout ce qui existait avant. Le James Webb Space Telescope, souvent appelé JJST, a été lancé le 25 décembre 2021 et après des décennies de développement, après des retards répétés, après un budget qui a explosé de 500 millions à 10 milliards de dollars. Le James Webb est le télescope spatial le plus complexe et le plus puissant jamais construit. Son miroir principal a un diamètre de 6,5 mètres, composé de 18 segments hexagonaux en beryllium plaqué or. Pour comparaison, le miroir de Hubble fait 2,4 mètres. Le James Webb collecte environ 6 fois plus de lumière que Hubble. Mais la vraie révolution du James Webb n'est pas sa taille, c'est sa sensibilité dans l'infrarouge. Hubble observait principalement dans le visible et l'ultraviolet. Le James Webb observe principalement dans l'infrarouge. Et l'infrarouge est précisément la gamme de longueurs d'onde où les molécules chimiques laissent leurs empreintes. Chaque molécule absorbe et émet la lumière à des longueurs d'onde caractéristiques, comme des empreintes digitales moléculaires. La vapeur d'eau a ses empreintes, le méthane a les siennes, le dioxyde de carbone, l'ammoniac et le sulfure de diméthyle. Chaque molécule a une signature unique dans le spectre infrarouge, et le James Webb peut lire ces signatures avec une précision sans précédent. Comment fonctionne concrètement cette détection? Quand K 2-18b passe devant son étoile, une partie de la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de la planète. Cette lumière est légèrement filtrée par les molécules présentes dans l'atmosphère. Les molécules absorbent certaines longueurs d'onde spécifiques. En comparant le spectre de la lumière de l'étoile quand la planète est devant et quand elle ne l'est pas, et l'on peut identifier quelles longueurs d'onde ont été absorbées, et donc quelles molécules sont présentes dans l'atmosphère. C'est la spectroscopie de transmission. Et le James Webb la réalise avec une précision qui était impossible avant son lancement. En septembre 2023,
une équipe de chercheurs dirigée par Niku Madhusoodan de l'Université de Cambridge a publié les résultats de 2 passages de K2-18b devant son étoile observés par le James Webb. Les résultats ont ébranlé la communauté astronomique. Voici ce que le James Webb a trouvé dans l'atmosphère de K2-18b. Du méthane, du dioxyde de carbone et quelque chose d'inattendu. Une signature qui correspondait à une molécule appelée le sulfure de diméthyle. Le sulfure de diméthyle est un composé chimique de formule CH3SCH3. 2 groupes méthyle liés par un atome de soufre, qui sur Terre, le sulfure de diméthyle est produit principalement par des organismes marins, du phytoplancton en particulier, des algues microscopiques qui flottent dans nos océans. Ces organismes produisent ce composé comme sous-produit de leur métabolisme. C'est précisément ce sulfure de diméthyle qui donne son odeur caractéristique à l'air marin. Cette légère odeur de mer que tu perçois quand tu es près de l'océan. C'est du sulfure de diméthyle, produit par des milliards de micro-organismes marins. Sur Terre, nous ne connaissons pas de processus géologique ou chimique inorganique qui produirait du sulfure de diméthyle en quantité significative. Il peut être produit artificiellement en laboratoire. Mais dans la nature, sur Terre, il provient essentiellement de la vie. Et nous en avons détecté les traces dans l'atmosphère d'une planète à 120 années-lumière. L'équipe de Cambridge a analysé les données. Elle a modélisé différentes compositions atmosphériques possibles. Et elle a conclu que la présence de sulfure de diméthyle dans l'atmosphère de K2-18b était statistiquement significative. Pas certaine, mais significative. La signification statistique était d'environ 3 sigma. En astronomie, 3 sigma est considéré comme une indication ou une suggestion. 5 sigma est le seuil de découverte ou de confirmation. Donc, ce que nous avons en 2023 est une indication forte, pas une confirmation définitive, mais une indication forte de quelque chose qui, sur Terre, n'est produit que par la vie. L'article de l'équipe de Cambridge a été publié dans la revue Astrophysical Journal Letters et peer-reviewed, rigoureux, sérieux, et la réaction de la communauté scientifique a été remarquable. Ni le rejet immédiat que certains attendaient, ni l'hystérie qui aurait peut-être été compréhensible, mais une curiosité intense et une discussion scientifique rigoureuse sur ce que cette découverte signifiait vraiment. Maintenant, voici quelque chose que la plupart des articles de presse n'ont pas vraiment expliqué. K2-18b n'est peut-être pas une planète rocheuse comme la Terre. Elle est peut-être quelque chose de complètement différent, quelque chose que nous n'avons pas dans notre système solaire, quelque chose appelé une planète icéan. Le terme icéan est une contraction de hydrogène et océan. Hydrogène et océan. L'idée est la suivante. Une planète icéan serait une planète couverte d'un océan global. Un océan mondial et pas de continent, pas de terres émergées, juste de l'eau, partout. Et au-dessus de cet océan, une atmosphère épaisse et chaude principalement composée d'hydrogène. Pourquoi K2-18b pourrait-elle être une planète icéan? Les modèles intérieurs de la planète
suggère qu'elle est trop légère pour être entièrement rocheuse. Sa densité n'est pas compatible avec une composition purement rocheuse. Elle semble avoir une enveloppe d'eau ou de glace significative. Peut-être un océan profond, peut-être de la glace sous haute pression. Au-dessus de cet océan, une atmosphère riche en hydrogène serait compatible avec les observations spectroscopiques. Et dans cet océan, dans des conditions de température et de pression compatibles avec la vie telle que nous la connaissons, des micro-organismes pourraient exister. Ces micro-organismes, comme le phytoplancton terrestre, pourraient produire du sulfure de diméthyle. Ce sulfure de diméthyle remonterait à travers l'atmosphère et serait détecté par nos télescopes. C'est le scénario que l'équipe de Cambridge propose. C'est une hypothèse cohérente. Elle explique toutes les observations. Elle est compatible avec les lois de la physique et de la chimie que nous connaissons. Et si elle est correcte, K2-18b serait un monde océan habité, recouvert d'un océan global, peuplé de micro-organismes, à 120 années-lumière de nous. Ce serait la première vie extraterrestre jamais découverte. Maintenant, voici la partie que les titres clickbait ne te montrent pas. Les raisons d'être prudent. Parce que les scientifiques sérieux sont prudents. Et tu devrais l'être aussi. Pas parce que la découverte n'est pas extraordinaire, mais parce que des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Et nous n'en sommes pas encore là. La première raison de prudence est la signification statistique. Comme mentionné, la détection du sulfure de diméthyle est à 3 sigma, pas 5 sigma. En physique des particules, de nombreuses découvertes à 3 sigma se sont avérées être des fluctuations statistiques, des artefacts des données, des erreurs de mesure. Le signal à 3 sigma que nous avons pour le sulfure de diméthyle sur K, 2-18b, est réel dans les données. Mais il n'est pas encore statistiquement suffisant pour exclure la possibilité d'une erreur. La deuxième raison de prudence est la contamination par les instruments. Le James Webb est un instrument extraordinairement sensible. Cette sensibilité est sa plus grande force, mais elle est aussi une source de complications. Des signaux parasites peuvent imiter des signatures moléculaires. Des problèmes de calibration peuvent introduire des artefacts dans les données. Des effets de l'étoile elle-même peuvent compliquer l'analyse. Plusieurs équipes ont analysé les mêmes données et sont arrivées à des conclusions légèrement différentes sur la solidité de la détection du sulfure de diméthyle. Certains trouvent le signal convaincant. D'autres pensent qu'il pourrait être un artefact. La science progresse par ce type de débat, et ce débat n'est pas encore résolu. La troisième raison de prudence est l'existence possible d'alternatives abiotiques. Sur Terre, le sulfure de diméthyle est presque exclusivement biologique. Mais presque exclusivement n'est pas absolument exclusivement. Il existe des réactions chimiques qui peuvent produire du sulfure de diméthyle sans vie. Des conditions de température et de pression extrêmes peuvent conduire à sa formation. Des processus photochimiques dans l'atmosphère haute pourraient en produire de petites quantités. L'atmosphère de K, 2-18b, n'est pas l'atmosphère terrestre. Elle est riche en hydrogène. Elle est peut-être soumise à des rayonnements UV intenses de son étoile.
elle pourrait avoir une chimie que nous ne comprenons pas encore parfaitement. Et dans cette chimie inconnue, peut-être que le sulfure de diméthyle peut se former sans vie. Ce n'est pas probable, mais c'est possible. Et en science, nous ne pouvons pas exclure les alternatives jusqu'à ce que des observations supplémentaires le permettent. La quatrième raison de prudence est la nature même de K 2-18b. Est-ce vraiment une planète Icéan ou est-ce une mini-Neptune sans surface solide ni océan liquide? Si K 2-18b est en réalité une mini-Neptune avec une atmosphère épaisse et un intérieur gazeux, les conditions pour la vie telle que nous la connaissons seraient probablement absentes. La pression et la température augmenteraient trop rapidement en descendant dans l'atmosphère. Aucune surface habitable n'existerait et la production de sulfure de diméthyle nécessiterait un autre mécanisme. La frontière entre une planète Icéan et une mini-Neptune est floue. Nos modèles ne permettent pas encore de trancher avec certitude pour K 2-18b, que la science ne s'est pas arrêtée à la publication de septembre 2023. De nouvelles observations ont été réalisées, de nouvelles données ont été analysées, et elles ont ajouté des éléments importants à l'histoire. En 2024, de nouvelles observations du James Webb de K 2-18b ont été publiées. Ces observations ont analysé l'atmosphère de la planète avec encore plus de précision. Et les résultats ont renforcé certaines conclusions tout en ajoutant de nouvelles complications. Le méthane et le dioxyde de carbone ont été confirmés avec une plus grande certitude. La présence de ces deux molécules ensemble dans l'atmosphère d'une planète dans la zone habitable est elle-même remarquable. Sur Terre, la coexistence du méthane et du dioxyde de carbone dans notre atmosphère est maintenue par la vie. Sans vie, et ces deux molécules réagissent chimiquement ensemble et l'une ou l'autre disparaît progressivement. Leur coexistence suggère soit un processus qui les régénère continuellement, soit une chimie atmosphérique que nous ne comprenons pas encore, ou la vie. Les nouvelles observations ont également cherché à confirmer ou infirmer la présence de sulfure de diméthyle. Les résultats sont nuancés. Le signal est toujours là, mais sa signification statistique n'a pas encore atteint le seuil des 5 sigma nécessaires pour une confirmation. Des analyses supplémentaires avec plus de transits observés seront nécessaires. L'équipe de Cambridge prévoit d'observer K 2-18b lors de plusieurs dizaines de transits supplémentaires dans les prochaines années. Chaque observation ajoute des données et chaque transit supplémentaire augmente la sensibilité des mesures. Avec suffisamment d'observations, nous serons capables de soit confirmer définitivement la présence de sulfure de diméthyle, soit l'exclure. Et cette réponse pourrait venir dans les 2 à 5 prochaines années. Parlons maintenant de quelque chose que peu de gens ont vraiment considéré dans sa pleine ampleur. Si la présence de vie sur K 2-18b est confirmée, qu'est-ce que ça change? Pas seulement pour la science, pour nous, pour ce que nous pensons de nous-mêmes, pour ce que nous pensons de notre place dans l'univers. La première conséquence est ce que les philosophes appellent l'impact de la seconde vie. Si la vie est apparue indépendamment sur K 2-18b,
et sur la Terre, 2 fois dans la même galaxie, dans des conditions très différentes, cela change radicalement la probabilité que la vie soit rare ou commune dans l'univers. Il existe ce qu'on appelle l'argument du biais de l'observateur ou le paradoxe de Fermi. Simplement, parce que nous observons de la vie sur Terre, ça ne nous dit pas si la vie est rare ou commune dans l'univers. Nous ne pouvons pas conclure de notre propre existence que la vie est probable. Nous existons nécessairement pour nous poser la question. Mais si nous découvrons une deuxième instance de vie, dans un système complètement différent, autour d'une étoile complètement différente, dans des conditions différentes des nôtres, alors nous avons 2 points de données, et 2 points suffisent pour commencer à estimer une tendance. Si la vie est apparue 2 fois dans notre voisinage galactique relativement proche, et peut-être que la vie est profondément commune dans l'univers. Peut-être que la vie est une tendance naturelle de la chimie carbonée dans les bonnes conditions. Peut-être que chaque planète dans la zone habitable, avec les bons ingrédients, développe de la vie. Peut-être que l'univers fourmille de vie. La deuxième conséquence est philosophique et culturelle. Pendant toute l'histoire humaine, nous avons été seuls dans l'univers connu. Toutes nos religions, toutes nos philosophies, toutes nos mythologies ont été créées dans un univers où la vie n'existait que sur la Terre. La confirmation de vie extraterrestre changerait fondamentalement ce cadre. Pas les détails de nos croyances, mais leur fondement. L'idée que la Terre est spéciale, choisie, unique, bénie, différente, au centre de quelque chose, où tout ça deviendrait plus difficile à maintenir, pas impossible, mais fondamentalement challengé. La troisième conséquence est scientifique. Si de la vie existe sur K, 2-18b, dans un océan sous une atmosphère d'hydrogène, dans des conditions radicalement différentes des nôtres, qu'est-ce que ça nous apprend sur les limites de la vie? La vie sur Terre utilise du carbone. Elle est basée sur l'eau liquide. Elle utilise l'ATP comme molécule énergétique. Elle utilise l'ADN comme support de l'information génétique. Ces choix biochimiques sont-ils universels ou sont-ils un accident de l'évolution terrestre? Si la vie sur K, 2-18b, utilise les mêmes molécules, ça suggère que ces choix sont universels, que la biochimie carbonée basée sur l'eau est la seule voie possible. Si la vie sur K, 2-18b, utilise des molécules différentes, ça ouvre un espace de possibilités que nous ne pouvons même pas imaginer. Une biologie radicalement différente, des molécules d'information que nous ne reconnaissons pas, des processus énergétiques que nous n'avons jamais observés, la vie comme phénomène cosmique plutôt que terrestre. La potentielle découverte de vie sur K, 2-18b, nous amène inévitablement à une question que les physiciens et les philosophes posent depuis 1950, le paradoxe de Fermi. Si la vie est commune dans l'univers, si l'intelligence est commune, si des civilisations technologiques existent partout, alors où sont-elles? Pourquoi n'avons-nous reçu aucun signal? Pourquoi personne n'est venu? Pourquoi le ciel est-il silencieux? Enrico Fermi, le physicien qui a donné son nom à ce paradoxe, l'a formulé simplement lors d'un déjeuner en 1950. Et où sont-ils?
Si l'univers est vaste, vieux, et si la vie est probable, les civilisations intelligentes auraient eu des milliards d'années pour se développer et coloniser la galaxie. Même en voyageant lentement, en quelques centaines de millions d'années, une civilisation pourrait explorer toute la Voie lactée. Et pourtant, nous n'observons aucune trace de cette présence. La détection potentielle de vie sur K 2-18b n'est pas la vie intelligente que le paradoxe de Fermi envisage. Ce serait de la vie microbienne, du phytoplancton cosmique, des algues interstellaires, pas des civilisations, pas des émetteurs radio, pas des vaisseaux spatiaux, mais elle contribue quand même au cadre dans lequel nous pensons le paradoxe de Fermi. Si la vie microbienne est commune, si chaque planète dans la zone habitable développe de la vie, et alors l'évolution de cette vie vers l'intelligence et la technologie est encore la question centrale. La vie microbienne ne garantit pas la vie intelligente. Sur Terre, la vie a existé pendant plus de 3 milliards d'années avant l'apparition de l'intelligence. 3 milliards d'années de bactéries, avant la première cellule complexe, avant le premier organisme multicellulaire, avant le premier animal, avant le premier être capable de se demander où sont les autres. Peut-être que l'univers est plein de bactéries, plein de phytoplancton cosmique, plein de vie microbienne qui n'a jamais fait le saut vers la complexité, vers l'intelligence, vers la technologie, vers la communication. Et c'est pourquoi le ciel est silencieux, non pas parce que la vie est rare, mais parce que l'intelligence est rare. Ou peut-être que l'intelligence est commune, mais que la communication interstellaire est impossible. Ou peut-être que les civilisations avancées ne communiquent pas par radio. Ou peut-être qu'elles n'existent que pendant de courtes périodes cosmiques avant de disparaître. K 2-18b ne résout pas le paradoxe de Fermi, mais elle le rend plus urgent, plus concret et plus fascinant. K 2-18b n'est pas la seule planète dans notre voisinage cosmique qui présente des caractéristiques intéressantes pour la vie. Il y en a d'autres, et le James Webb les observe aussi. TRAPPIST 1 est peut-être le système stellaire le plus étudié après le nôtre. Une naine rouge ultra froide à environ 40 années-lumière, avec 7 planètes rocheuses en orbite. 3 d'entre elles, TRAPPIST 1E, 1F et 1G, se trouvent dans la zone habitable, et ce sont des planètes rocheuses, de la taille de la Terre, dans la zone habitable, à seulement 40 années-lumière. Le James Webb a observé plusieurs de ces planètes. Les résultats sont complexes. TRAPPIST 1b et 1c, les 2 planètes les plus proches de l'étoile, semblent ne pas avoir d'atmosphère significative, ou du moins pas l'atmosphère riche en dioxyde de carbone que certains modèles prévoyaient. Pour les planètes dans la zone habitable du système TRAPPIST 1, les observations sont encore en cours. Les atmosphères des planètes dans la zone habitable sont plus difficiles à analyser parce qu'elles sont plus loin de l'étoile et les transits sont moins fréquents. Mais les observations continuent. Et à 40 années-lumière, même si nous devions y envoyer une sonde un jour, le voyage prendrait seulement 700 000 ans à la vitesse de voyager. Une autre candidate intéressante est Proxima Centauri, la planète la plus proche connue en dehors de notre système solaire, à seulement 4,24 années-lumière.
Elle orbite autour de Proxima Centauri, la naine rouge la plus proche du Soleil. Sa masse minimale est environ 1,07 fois celle de la Terre. Elle se trouve dans la zone habitable de son étoile. Ses caractéristiques sont fascinantes. Mais il y a un problème. Proxima Centauri est une naine rouge très active. Elle produit des éruptions stellaires fréquentes et intenses. Ces éruptions bombardent Proxima Centauri, B de rayonnement, UV et de particules à haute énergie. Si la planète n'a pas un champ magnétique puissant et une atmosphère suffisamment épaisse pour se protéger, et ces éruptions pourraient rendre sa surface stérile. Le James Webb a de la difficulté à observer Proxima Centauri b parce que son étoile est si proche que la planète ne fait pas de transit observable depuis notre perspective. Nous ne pouvons pas utiliser la spectroscopie de transmission. D'autres méthodes d'observation atmosphérique sont nécessaires. Et enfin, il y a LHS 1140b, une super-Terre à environ 41 années-lumière, considérée par certains astronomes comme l'une des meilleures candidates à la vie dans notre voisinage galactique. Elle est rocheuse, elle est dans la zone habitable. Son étoile est une naine rouge relativement calme. Et des observations récentes du James Webb suggèrent qu'elle pourrait avoir une atmosphère. Les observations sont encore en cours, mais LHS 1140b est sur la liste des priorités pour de futures observations du James Webb. Revenons à K 218b et aux prochaines étapes pour confirmer ou infirmer la présence de vie. Comment le James Webb va-t-il s'y prendre? L'équipe de Madhusoodan a un plan précis. Plus d'observations, plus de transit, plus de données. Chaque transit de K 2-18b devant son étoile dure environ 2,5 heures. Pendant ces 2,5 heures, le James Webb observe le spectre de la lumière de l'étoile traversant l'atmosphère de la planète. Plus nous accumulons d'observations, plus les signaux faibles deviennent statistiquement significatifs. Pour passer de 3 sigma à 5 sigma pour le sulfure de diméthyle, il faudra probablement entre 10 et 20 transits supplémentaires. K 218b fait un transit tous les 33 jours. Avec les contraintes d'observation du James Webb et son programme chargé, et les périodes où K2-18b n'est pas observable, cela prendra probablement 2 à 4 ans. Donc, d'ici 2027 ou 2028, nous pourrions avoir une réponse plus définitive. Mais ce n'est pas seulement une question de plus de données des mêmes instruments. De nouvelles approches sont également envisagées. La coronographie. Le James Webb dispose d'un instrument appelé MIRI, qui peut être utilisé en mode coronographique pour bloquer la lumière de l'étoile et essayer d'observer directement la planète. Pour K 218b, à 120 années-lumière, l'imagerie directe est extrêmement difficile, mais pas impossible pour les générations de télescopes qui viennent. Le futur télescope Habitable Worlds Observatory, proposé par la NASA pour les années 2040, serait spécifiquement conçu pour l'imagerie directe des exoplanètes dans les zones habitables. Il pourrait prendre une véritable image de K 218b et analyser son atmosphère avec une précision bien supérieure à ce dont le James Webb est capable. Mais nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, nous attendons, nous observons et nous accumulons des données.
mettons la découverte de K218b dans son contexte historique. Parce que ce n'est pas la première fois que des scientifiques ont pensé avoir trouvé des signes de vie extraterrestres. Et chaque fois, la prudence s'est avérée justifiée. En 1996, une équipe de la NASA a annoncé avoir trouvé des traces de vie possibles dans une météorite martienne appelée ALH 84001. Cette météorite avait été éjectée de Mars par un impact d'astéroïdes et avait fini sa course en Antarctique. À l'intérieur, les scientifiques avaient trouvé des structures microscopiques qui ressemblaient à des fossiles de bactéries, des molécules organiques, des minéraux qui semblaient avoir été formés par des processus biologiques. Le président américain Bill Clinton avait fait une déclaration publique sur la possible découverte. Si cette découverte est confirmée, c'est certainement l'une des découvertes les plus étonnantes dans l'histoire de l'humanité. 28 ans plus tard, la communauté scientifique n'a pas confirmé la présence de vie dans ALH 84001. Les structures ressemblant à des fossiles pourraient être explicables par des processus géologiques. Les molécules organiques auraient pu être introduites par contamination terrestre. Les minéraux pourraient s'être formés sans vie. Et la question reste techniquement ouverte, mais la plupart des scientifiques ne croient plus à une origine biologique pour ces structures. En 2020, une équipe d'astronomes britanniques a annoncé la détection de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. La phosphine sur Terre est produite par des processus biologiques et dans des environnements industriels. Sa présence dans l'atmosphère de Vénus était inexpliquée. La presse a immédiatement titré sur la possible vie dans les nuages de Vénus. Des analyses ultérieures des données ont remis en question la solidité de la détection. Certains ont argué que le signal était plus faible que rapporté initialement. D'autres ont proposé des processus volcaniques ou chimiques inconnus pour expliquer la phosphine sans vie. La communauté scientifique reste divisée et Vénus, avec sa surface à 465 degrés, sa pression de 90 atmosphères et ses nuages d'acide sulfurique, reste un candidat improbable pour la vie. Ces précédents expliquent pourquoi les scientifiques sérieux sont prudents avec K218b. Non pas parce qu'ils pensent que la vie extraterrestre est impossible, mais parce qu'ils ont vu trop de fois des espoirs fondés sur des données qui s'avèrent insuffisantes. La règle de la science est simple. Extraordinary claim requires extraordinary evidence. Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. La vie extraterrestre serait la découverte la plus extraordinaire de l'histoire humaine. Les preuves doivent être à la hauteur. Nous n'y sommes pas encore, mais nous nous en approchons. En 1961, l'astronome américain Frank Drake a proposé une équation qui tente de calculer le nombre de civilisations intelligentes dans notre galaxie avec lesquelles nous pourrions être capables de communiquer. L'équation de Drake, elle prend en compte le taux de formation des étoiles dans la galaxie, la fraction de ces étoiles qui ont des planètes, le nombre de planètes par système qui pourraient soutenir la vie, la fraction de ces planètes sur lesquelles la vie se développe effectivement, la fraction où la vie intelligente évolue, la fraction
où des civilisations technologiques se développent et la durée de ces civilisations. Chaque facteur est incertain. Pour certains, nous avons maintenant de bonnes estimations. Presque toutes les étoiles semblent avoir des planètes. Un nombre significatif de planètes sont dans les zones habitables. Mais pour les facteurs biologiques, la fraction où la vie se développe, où l'intelligence évolue, où des civilisations apparaissent, nous n'avons qu'un seul point de données, la Terre. Si K 2-18b héberge de la vie, nous aurions un deuxième point de données. Et ce deuxième point changerait radicalement les estimations pour les facteurs biologiques de l'équation de Drake. Si la vie est apparue 2 fois dans notre voisinage galactique relativement proche, peut-être que le facteur fraction de planète où la vie se développe est proche de 1, proche de la certitude. Peut-être que chaque planète dans les bonnes conditions développe de la vie. Et si c'est vrai pour la vie, peut-être que c'est aussi vrai pour l'intelligence. Peut-être que l'univers est peuplé de civilisations. Et peut-être que les étoiles que tu vois dans le ciel nocturne ne sont pas seulement des soleils, mais les centres de systèmes habités, de mondes avec leurs propres histoires, leurs propres découvertes, leur propre version de ce moment où une espèce regarde vers les étoiles et se demande si elle est seule. Si la vie est confirmée sur K 2-18b, qu'est-ce que ça change pour l'avenir de l'humanité? Concrètement, politiquement, scientifiquement, la première implication est le financement de la recherche spatiale. Une confirmation de vie extraterrestre, même microbienne, déclencherait probablement une augmentation massive des budgets de recherche en astronomie, en astrobiologie et en exploration spatiale. Les gouvernements et les investisseurs privés seraient beaucoup plus enclins à financer des missions vers d'autres étoiles et des projets comme Breakthrough Starshot qui proposent d'envoyer de minuscules sondes vers Proxima Centauri à 20% de la vitesse de la lumière seraient probablement revitalisés. La recherche sur les propulsions avancées recevrait des financements exponentiels. La deuxième implication est la reconfiguration des priorités scientifiques. Si la vie existe sur K 2-18b, la question naturelle suivante est-elle plus complexe que des microbes? Est-ce qu'il y a des plantes, des animaux, de l'intelligence? Cette question deviendrait la priorité scientifique numéro 1 de l'humanité. Tout le reste passerait au second plan. La troisième implication est philosophique et existentielle. Comme nous l'avons exploré, une deuxième instance de vie dans l'univers changerait fondamentalement notre compréhension de notre place dans le cosmos, et pas de façon catastrophique, pas nécessairement de façon traumatisante, mais profondément. Nous ne serions plus seuls, même si nous ne pouvons pas communiquer avec cette vie, même si elle n'est que microbienne, même si elle est à 120 années-lumière et que nous ne pourrons jamais l'atteindre dans un délai humain. Son existence suffirait à transformer notre vision du cosmos. Après tout ce que nous venons d'explorer, faisons le point sur ce que nous savons réellement avec certitude, ce qui est confirmé sans ambiguïté, ce qui est probable et ce qui reste incertain. Ce qui est confirmé, K 2-18b est une planète réelle, à 120 années-lumière, dans la zone habitable de son étoile. Sa taille et sa masse en font une sub-Neptune ou une planète
océan potentiel. Et le James Webb a détecté du méthane et du dioxyde de carbone dans son atmosphère, avec une haute certitude. Une signature compatible avec le sulfure de diméthyle a été détectée à 3 sigma de signification statistique, ce qui est probable mais non confirmé. K2-18b a une atmosphère riche en hydrogène. Elle pourrait avoir un océan liquide sous cette atmosphère. La présence de méthane et de CO, deux ensemble, est difficile à expliquer sans un processus actif de renouvellement. Ce qui reste incertain, la présence du sulfure de diméthyle doit encore atteindre 5 sigma pour être considérée comme confirmée. L'origine du sulfure de diméthyle, biologique ou abiotique, n'est pas déterminée. La structure interne de K2-18b, planète Icéan ou mini-Neptune, n'est pas résolue. Et bien sûr, la présence de vie elle-même, que la conclusion honnête est la suivante. Nous avons détecté quelque chose d'intéressant sur K2-18b, quelque chose qui, sur Terre, serait produit par la vie, mais sur Terre ne signifie pas dans tout l'univers. Et la signification statistique n'est pas encore suffisante pour une confirmation. Nous sommes dans la position extraordinaire de peut-être être à quelques années de la plus grande découverte de l'histoire humaine, ou de découvrir que c'était une fausse piste fascinante. Les deux résultats apprendraient quelque chose d'immense sur notre univers. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette histoire. Pendant toute l'histoire humaine, les êtres humains ont regardé le ciel nocturne et se sont posé la même question. Sommes-nous seuls? Cette question a traversé les millénaires et elle a habité les philosophes de l'Antiquité. Elle a inspiré des religions, elle a alimenté des mythologies, elle a motivé des scientifiques. Et pendant tout ce temps, nous n'avions pas les outils pour y répondre. Nous pouvions spéculer, nous pouvions espérer, nous pouvions craindre, mais nous ne pouvions pas mesurer. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'espèce humaine, nous avons un instrument capable de détecter les signatures chimiques de la vie dans l'atmosphère d'une planète à 120 années-lumière. Pour la première fois, la question « Sommes-nous seuls ?» est passée du domaine de la philosophie au domaine de la science expérimentale. Pour la première fois, nous pouvons obtenir une réponse, pas une spéculation, pas une inférence, une mesure. Que la réponse soit oui ou non. Ce moment est extraordinaire et nous vivons peut-être dans les années où l'humanité apprendra si elle est seule dans l'univers. Ce n'est pas rien. C'est peut-être le moment le plus important de toute l'histoire humaine. Nous observons K2-18b. Nous accumulons les données. Nous attendons. Et dans quelques années, peut-être, nous aurons une réponse. Une réponse à la question que l'humanité pose depuis qu'elle existe. Et quelle que soit cette réponse, elle nous transformera. Si nous sommes seuls, nous portons une responsabilité extraordinaire. Nous sommes peut-être la seule conscience dans un univers de 93 milliards d'années-lumière. La seule forme de vie capable de se demander pourquoi elle existe. Le seul endroit dans le cosmos où l'univers a développé la capacité de se contempler lui-même. Et si nous ne sommes pas seuls, si là-bas, dans l'atmosphère d'un océan mondial, sous un ciel d'hydrogène,
à 120 années-lumière de nous, il y a de la vie. Alors, l'univers est plein d'une façon que nous n'avons pas encore commencé à imaginer. Et la question suivante n'est plus « sommes-nous seuls ?» mais « qui d'autre est là ?» Si tu veux continuer à explorer ces mystères avec nous, notre prochain documentaire plonge dans une question encore plus vertigineuse. Ces trous noirs supermassifs qui dévorent des galaxies entières. Ces monstres cosmiques dont personne ne comprend vraiment l'origine. À très bientôt dans l'abîme.